Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand. Salut c'est Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui sous ses dehors d'esthètes frustes et pointilleux et finalement avant tout amateur des plaisirs simples de la vie, une bonne intrigue, du mystère, de l'humour, du suspense, de l'assemblage de talents, donnez-nous au moins ça et nous baignerons dans la félicité. Encore faut-il que ces ingrédients souvent promis par de nombreux films se retrouvent réellement à l'écran, sinon notre rage et notre courroux seront à la mesure de notre déception. Ceci étant posé, voyons comment s'en sort une sortie du moment, j'ai écrit 2 fois sortie, qui justement nous arrive avec ce genre de promesses. C'est à couteau tiré de Rian Johnson, ne riez pas, dont on va causer avec un trio de critiques dont la rigueur et le flair, je regrette ces mots, n'ont rien à envier à Hercule Poirot. David Honora, salut David. Moi j'ai noté esthète et pointilleux et là je me dis qu'on a un poète parmi nous. Ouais, c'est vrai, Une allitération, c'est magnifique. Tu peux me dire bonjour? Parce que, non mais je veux prendre un petit moment. Non, c'est l'intro. Attendez, parce qu'on parle jamais assez des intros de Thomas Rozek dans nos ciné et du caractère que ça donne à cette émission et je tiens à prendre ce temps pour le saluer. J'espère que les gens dans les commentaires vont le faire également. Merci. On peut clapper. Non, arrêtez. Oh mon Dieu. Perrine Kenson, bonjour Perrine. Salut Tom Tom. Et Stéphane. C'est pour la répétition. Salut Stéphane. Ah, salut Thomas. Ah, super. C'est nos ciné épisode 210 et c'est parti. Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît. Je sens que vous êtes hyper dissipés, ça va être super compliqué. À couteau tiré, Knives Out en VO nous emmène rencontrer Harlan Srombe, je sais pas du tout si ça se prononce comme ça, auteur de polar légendaire incarné par le non moins légendaire Christopher Plummer, qui outre ses succès et sa fortune se trimballe une famille un poil dysfonctionnelle et surtout totalement désunie. Dans un grand élan réconciliateur, il décide de les convier toutes et tous dans sa vaste demeure pour fêter son 85e anniversaire. Hélas, Harlan est zigouillé, mais par qui? C'est ce que va devoir découvrir le détective privé Benoît Blanc, joué ici par Daniel Craig. I suspect foul play. I have eliminated no suspects. I'm gonna live. What is this? CSI KFC? Derrière la caméra, on l'a dit, c'est Rian Johnson, le réalisateur de Brick, de Looper et évidemment de l'épisode 8 de Star Wars, de fameuse mémoire. Et au casting, outre Plummer et Craig, on trouve un ensemble cast, je vais réussir à le dire, de folie, où se bousculent Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Ana de Armas, John Johnson, Toni Collette ou encore Michael Shannon. Votre avis sur Knives Out, les amis? Stéphane. Alors, moi je trouve ça très bien que Rian Johnson en fait utilise sa street cred en fait pour faire un autre projet après épisode 8 qui est un projet à lui, qu'il écrit, qu'il voilà. voulait faire déjà avant. Oui, mais il utilise parce que finalement en fait c'est assez difficile de monter des projets comme ça aujourd'hui à Hollywood, donc ça c'est très bien. Et voilà, après donc là-dessus, bravo, j'ai envie de dire, félicitations. Mais encore est-il qu'il faut faire un bon film. Parce que le problème en fait de Knives Out, à couteau tiré, c'est que c'est censé être un whodunit. Alors un whodunit, on explique peut-être ce que c'est vite fait. C'est une contraction de who done it en anglais. Qui c'est qui a fait ça? Qui est le coupable en fait. Voilà. Qui c'est qui a fait ça? Qui a fait ça? Et c'est en français, ça pourrait se dire qui a fait ça. Voilà. Et qui a tué? On cherche qui est le tueur. Voilà, c'est Agatha Christie. Voilà, Agatha Christie totalement. Et c'est d'ailleurs en fait une référence visuellement appuyée dans le film. D'où la blague sur Hercule Poirot, je sais pas si vous suivez. Non, j'ai pas suivi parce qu'en fait. D'accord. C'est pour moi, il faut que mais tu non, répètes. c'est moi qui j'ai dit Hercule Poirot dans l'intro. Il faut que tu le répètes 2 fois, sinon je comprends pas. Ok. Et voilà, donc je peux donner mon avis sur le film. Voilà. Et le truc, c'est que donc le problème en fait, c'est que donc c'est censé être un whodunit, ce qu'il n'est pas en fait à la fin. C'est-à-dire que en gros, au bout d'à peu près une demi-heure de film, on sait ce qui s'est passé. C'est-à-dire, on sait vraiment ce qui s'est passé. Et après, la question, c'est comment on va... Si, on sait ce qui s'est passé. Perrine fait non de la tête, mais si, on sait ce qui s'est passé. Non, on sait à peu près ce qui s'est passé. On sait à peu près ce qui s'est passé et on n'est pas vraiment contredit par la situation, quoi. Non, pas vraiment. Et parce que, en fait, la problématique de ce sujet-là, c'est que ce riche écrivain qui a donc toute une famille qui pourrait potentiellement être le coupable, eh ben, on apprend, donc je ne vais pas forcément le dire, je vais essayer de tourner autour, ce qui s'est passé donc, pour sa mort, qui à la base est présenté comme un suicide. Donc voilà. Et une fois qu'on sait ça, eh ben, toute la question en fait, c'est d'arriver à savoir comment on va finalement masquer ce qui s'est passé aux yeux des gens qui mènent l'enquête. Et oui ou non, etc.
Et le problème, en fait, c'est que c'est plus vraiment un whodunit, ça devient une espèce d'épisode de Columbo, où en gros, en fait, on se retrouve, en fait, sans Peter Falk. Voilà, où on se retrouve, en fait, en gros, avec, un flic qui est interprété par Daniel Craig, qui essaye plus ou moins de raccrocher les wagons. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est un film qui dure 2h15, que moi, je trouve extrêmement mal conçu, c'est-à-dire dans la façon dont il dévoile les choses aux spectateurs, en utilisant certaines idées qui pourraient être vraiment des bonnes idées, mais qui sont absolument mal exploitées. Je m'explique. Déjà, il faut savoir un truc. Si vous aimez les trucs à l'Agatha Christie, moi j'adore ça. Hein, quand j'étais gamin, je lisais que ça, des romans d'Agatha Christie. Je trouvais ça génial en fait de se poser. C'est un vrai genre en fait. Voilà, le whodunit. Et si elle l'a pas créé, en tout cas, elle l'a vraiment popularisé. Elle en a donné vraiment les règles parce que c'est un genre à règles, comme tous les genres. Voilà. Et en fait, lui, il les bafoue, mais complètement. Rian Johnson, parce que. En gros, l'un des plaisirs, des vrais plaisirs en fait de ce film-là, de ce genre-là, ce que tu ne retrouves absolument pas dans ce film-là, c'est de savoir en fait que ça va être un jeu de massacre au bout d'un moment. C'est-à-dire que en fait, le tueur va recommencer. Or, à partir du moment où plus ou moins tu sais qui est le tueur dans la première demi-heure, c'est-à-dire qu'en fait, il se coince lui-même avec sa propre logique. Et en fait, du coup, ça n'existe quasiment plus. Il y a un truc à la fin, éventuellement, qui n'est même pas vraiment fun ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que voilà, ça c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que moi j'ai un énorme problème de ton. C'est-à-dire que j'ai beau adorer Jamie Lee Curtis, j'ai beau adorer même Don Johnson, etc. C'est un bon casting, hein, absolument. J'aime pas Daniel Craig en général, mais voilà. En fait, ils sont tous en roue libre, quoi. Ils sont tous en surton, en sur-interprétation de leur personnage. Et en fait, ils deviennent vraiment, vraiment difficiles à suivre. Et enfin, le vrai gros problème pour moi de ce film-là, c'est la problématique en fait de point de vue. Quoi qu'on en pense, en fait, y compris même dans les romans les plus complexes, parce que ça a l'air d'être une horlogerie super simple, parce que tu comprends tout ce qui se passe en fait quand on te présente les trucs, hein, comme Dix Petits Nègres par exemple, t'as un point de vue très spécifique. Et tu l'adoptes, et tu arrives à suivre les règles. Donc ça, c'est dans la littérature. Au cinéma, on a cette problématique qui est que, en fait, les personnages dévoilent, en fait. Les personnages ont des points de vue qui dévoilent, en fait, abordent un point de vue qui dévoile, en fait, les indices, les choses à suivre pour le spectateur. Là, on a un personnage principal, qui est un des personnages principaux, qui est un personnage qui ne peut pas mentir. Donc ça, c'est intéressant parce que dès qu'elle se met à mentir, elle vomit. Et ça, c'est assez. Tu te dis, tiens, il va jouer avec cette notion-là. En fait, non, il joue pas avec cette notion-là. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il en fait, c'est qu'elle vomit. Non, mais en fait, le problème, c'est que c'est-à-dire que, en gros, il dévoile un truc de scénariste, qui est un truc que tu es censé cacher. Mais pourquoi pas ? Justement, c'est ça qui peut être intéressant, pour en faire finalement un gag de beauf à la Besson, quoi. C'est-à-dire dans Besson, quand les mecs sont en bagnole et que ça va trop vite dans le taxi, ils se mettent à vomir, tu vois. Là, c'est la même logique. C'est-à-dire qu'en fait, au bout d'un moment, la question, c'est quand est-ce qu'elle va vomir, tu vois. Quand est-ce que et éventuellement, il y a un jeu avec ça à la toute fin. Voilà, je vais pas forcément rentrer là-dedans, mais voilà. Et donc, du coup, le problème, c'est qu'il multiplie les points de vue. Or, quand tu regardes au cinéma, en fait, toutes ces adaptations-là, que ce soit Le Crime de l'Orient Express, que ce soit Mort sur le Nil, ce genre de choses, etc., c'est le point de vue d'une seule personne, qui est la personne extérieure au projet, qui est à la famille, au crime et tout ça, qui est Hercule Poirot, en l'occurrence, en général, ou ce genre de personnage-là. Et là, en fait, non, là, il le multiplie vraiment. Et du coup, en fait, c'est même pas seulement que tu es complètement paumé, c'est que tu n'as plus sens à suivre, en fait, cette logique-là, parce que l'enquête, elle est placée du point de vue de ce personnage qui n'est pas un flic, donc qui ne mène pas l'enquête. Je ne vais pas rentrer. Ça devient compliqué en fait d'essayer d'expliquer vraiment quelle est la problématique sans spoiler, quoi. Parce que si je spoil ça vraiment, en fait, je pense que si je vous dis ça, vous allez plus voir le film, c'est pas la peine. C'est vraiment voilà. Mais sachez que ça arrive au bout d'une demi-heure. Et le problème, c'est bah oui, mais si, il faut. À un moment donné, je peux aussi donner mon point de vue sur le film. Mais je suis, mais j'ai le droit de réagir. Oui, ouais. Avec des gestes. Voilà, non, mais c'est parce que les gens voient pas, c'est de la radio, Perrine. C'est vrai. Je transmets par les ondes. Comme voilà. Et donc la problématique, en fait, elle est là. C'est-à-dire qu'en fait, le nœud du problème, c'est que comme le point de vue principal n'est pas Daniel Craig, qui est la personne qui mène l'enquête, et il y a deux autres enquêteurs aussi. Alors eux, c'est carrément, ils sont aux choux, ils sont aux fraises, hein, tu vois, c'est pas la peine, on les oublie, quoi. Quasiment, ils servent à rien. Littéralement, ils servent à rien dans le truc. Tu te retrouves avec une façon de disperser les indices qui est complètement anarchique, aléatoire, et juste, en toute honnêteté, il n'a pas le niveau.
Il n'a pas le niveau, Rian Johnson. C'est-à-dire qu'il peut peut-être te faire des plans sympas, des machins, etc., mais tout ça, c'est un peu de la vacuité parce que fondamentalement, il te rappelle. Voilà. Donc là, tu peux lire le film sous cet angle-là. Et après, il y a un deuxième degré de lecture qui peut éventuellement intéresser les gens. C'est peut-être un peu moi qui fume aussi, mais je pense quand même qu'il y a quelque chose là-dedans. C'est que c'est l'histoire d'un grand créateur, qui a beaucoup de gens en fait qui sont accrochés à ce qu'il a créé en fait parce qu'ils attendent l'héritage de ce type-là. Et en fait, il y a un personnage au milieu qui n'est pas l'héritier digne de cet empire créatif, en fait, on va dire. La littéraire en l'occurrence, mais en fait, on peut appliquer ça au cinéma, par exemple. Et qui en fait devient la personne qu'on pointe du doigt comme le problème parce qu'elle va devenir l'héritière de de cet empire. Qui, selon les autres personnes, en fait, ces héritiers légitimes ne lui reviennent pas de droit. Quoi. Et là, tu peux très clairement appliquer ça à la façon dont Rian Johnson, en fait, a été perçu à la sortie d'épisode 8, quand justement, en fait, parce qu'il a fait quand même le film qui a vraiment divisé énormément les fans, c'est-à-dire que à la sortie du film, c'est-à-dire que, en gros, chaque film de Star Wars qui était sorti jusque-là, bon ou mauvais, est considéré comme bon ou mauvais après, a de toute façon été apprécié par les fans au moment de la sortie. C'est-à-dire une fois l'objet d'affection passé, il y a peut-être eu des critiques, on va dire, sur la prélogie, sur les trucs comme ça, mais les premiers retours sur la menace fantôme, les premiers retours sur l'attaque des clones, les premiers retours sur la revanche des Sith et sur le réveil de la Force, tout ça, etc., c'était ultra dithyrambique. Le seul qui a clivé, c'est Rian Johnson avec le 8, vraiment. C'est-à-dire que là, tu te retrouves, et les gens lui en veulent encore. Et pour moi, de toute évidence, il parle de ça. Dans son projet. C'est-à-dire qu'il en parle de manière détournée. Jusqu'à le film commence sur une tasse de café où il y a écrit My House, My Rules, My Coffee. Et se termine exactement sur cette tasse de café. Et je pense que c'est un espèce de gros fuck you à tous les fans de Star Wars. Voilà. Il y a ce truc. Après, c'est difficile, encore une fois, d'en parler plus sans rentrer dans les détails. Mais et voilà. Donc, moi, je pense qu'il y a très, très peu de plaisir dans ce film. Du plaisir en tout cas dans ce genre-là. Je pense que c'est un film qui, encore plus en fait que certains autres films de Rian Johnson, Star Wars 8 mis à part, souffre en fait de son espèce de logique de déconstruction des genres, où très bien, pourquoi pas en fait d'être malin et de déconstruire un genre, mais pour moi en fait il faut vraiment savoir ce qui constitue un genre pour pouvoir vraiment recréer quelque chose de nouveau derrière avec ces codes-là. Et malheureusement je trouve qu'il le fait pas, quoi. Perrine, plutôt que de faire des gestes. Oui, c'est vrai. Non, je suis pas tout à fait d'accord sur certains points. Enfin, je vais pas revenir en détail parce que pareil, j'ai pas envie non plus de raconter l'histoire. Mais bon, je trouve pas qu'au bout d'une demi-heure on sache vraiment. Et je suis pas tout à fait d'accord sur l'idée de cette fameuse histoire où la jeune fille jouée par Anna de Armas vomit à chaque fois qu'elle doit dire la vérité. C'est un peu comme Simon quand il est trop content dans La Cité de la Peur. Mais voilà. Mais je trouve pas que ça soit un gag ou quoi que ce soit. Je trouve que ça sert plutôt en fait le propos du film. Après, au niveau de sa construction, c'est vrai que ça commence comme un Agatha Christie, ça continue à Columbo et ça se termine en Sherlock Holmes dans la maison du Cluedo, à peu près. Avec un pitch un peu à la Succession, la série là, de HBO. Donc on a un peu un gloubi-boulga de beaucoup de choses et de beaucoup d'influences. Et c'est vrai que moi je m'attendais, j'avoue, à m'amuser beaucoup à regarder ça, mais énormément, comme on peut s'amuser en regardant, en lisant en effet un Agatha Christie ou en regardant un épisode de Sherlock Holmes ou en jouant au Cluedo potentiellement. Et le fait est que j'ai pas eu ce plaisir-là. Je l'ai pas eu totalement. Moi, les acteurs en roue libre, j'avoue, ça m'amuse un petit peu. Je me suis dit, ils s'amusent bien. Bon, tant mieux pour eux, c'est cool. Je suis contente de les voir sourire, surtout de voir des acteurs qu'on a vus dans des rôles plus dramatiques récemment, d'un seul coup lâcher la bride. Oui. Ça m'amuse un tout petit peu aussi, cette espèce de contre-pied. Mais c'est vrai que je me suis sentie un peu exclue, purement pour le coup spectatrice de tout ça, là où j'aurais aimé, moi-même, comme quand je regarde en effet des morts sur le Nil ou autre, moi-même me creuser la tête en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce que je suis en train de regarder, quoi. Est-ce que je peux résoudre l'affaire moi aussi. Et donc là, je n'ai pas ce truc-là, je suis vraiment très spectatrice. Parce qu'en fait, je pense que non seulement, je suis assez d'accord avec toi sur le fait qu'il y a une déconstruction du genre et que pour le coup, on aime, on n'aime pas, et moi pour le coup, je suis pas trop là-dedans. Mais surtout, il y a un propos, pour moi, un peu politique dans le film.
Et je suis pas sûre que ça soit totalement nécessaire avec ce type-là, ou en tout cas avec ce film-là en particulier. Il y a un propos politique. Alors j'avais pas du tout vu l'histoire, pourquoi pas, du fuck you aux fans de Star Wars, et je trouve que c'est une interprétation plutôt intéressante. En fait, il l'a dit. Ah, il l'a dit. Ah, d'accord. En fait, il a dit, ça me permet de régler mes comptes avec d'accord. le fandom, en fait. Mais il l'a pas expliqué en quoi, mais il l'a dit il y a un an déjà. Ah d'accord, donc j'avais pas lu, mais je trouve que c'est plutôt une interprétation intéressante en tout cas. Mais il y a un propos politique, en effet, c'est que tout le monde s'amuse dans ce film, tout le monde s'amuse bien, sauf un seul personnage, celui d'Anna de Armas, qui fait un peu la gueule pendant tout le film. Et en même temps, c'est le personnage étranger dans l'histoire, au-delà de l'enquêteur qui est joué par Benoît Blanc. Et en fait, on pourrait voir ça, elle, c'est l'étrangère, mais l'étrangère dans tous les sens du terme. Elle est d'origine, d'ailleurs c'est assez marrant ce truc-là, où à chaque fois, elle est équatorienne, non, elle est guatémaltèque, non, elle est brésilienne, enfin, tous les pays d'Amérique du Sud y passent, à chaque fois qu'on doit la qualifier. Donc c'est pour dire à quel point les personnages, c'est cette bande de bourgeois riches, blancs d'Amérique, quoi, qui représentent une vieille Amérique d'une certaine façon, s'en foutent pas mal de ce qu'elle est, ne s'intéressent pas à elle. Et c'est cette critique-là, en fait, de dire à un moment donné, on pointe du doigt ce genre de personnes, on ne s'intéresse pas à ce genre de personnes, on ne les regarde même pas. Il y a une critique de l'ancien monde par rapport au nouveau, il y a une critique par rapport à cette idée de la migration et de cette violence contre les immigrés, en fait. Et en l'occurrence ici, immigrés sud-américains, illégaux en partie dans l'affaire, mais immigrés sud-américains. Donc il y a cette partie politique qui n'est pas du tout subtile dans le film, clairement pas. Rien de le dire. Non, c'est pas subtil du tout, mais et que je trouve pas en soi inintéressante, et que Anna de Armas se joue très très bien. Mais le fait est que je regarde le film, je me dis oui, mais pourquoi maintenant ? Je suis pas sûre que ça se prête totalement à ce jeu-là en particulier. Je suis pas sûre que ça serve totalement ce propos-là. Et en effet, par son manque de subtilité totale, m'a un petit peu sorti du plaisir immédiat que j'aurais pu avoir et que j'ai en les regardant bien s'amuser avec le colonel Moutarde dans le salon et avec une canne de golf, j'en sais rien, je sais même un club d'ailleurs, mais il n'y a pas ça dans le Cluedo. Il n'y a pas le club de golf, c'est le chandelier. Ouais. Donc voilà, mais le fait est que... pour jouer au golf. C'est trop compliqué. Bon, il y a plus de chances de taper la balle. Mais... il y a plus de branches. Mais voilà, on devrait faire un podcast de sport. Je ferai un podcast de sport, formidable. Voilà, donc c'est vrai que il y a une petite sensation de en regardant le film qui est dommage, parce que en vrai, au niveau mise en scène, on sent qu'il s'amuse bien. Enfin, encore une fois, tout est dans le fun pour lui, mais j'ai l'impression un peu que pour lui et pas tant pour ceux qui regardent. Et j'ai une petite sensation de pas assez, un peu de dommage. David ? Oui, alors moi je rejoins mes camarades sur la perception que j'ai du film, et je pense que à la fois pour Rian Johnson et puis pour les comédiens, il a sûrement été un peu abordé comme une récréation, quoi. Il y a quelque chose en particulier pour le réalisateur, qui est qu'après le gros projet, sûrement quand même un peu pénible de la réalisation d'un épisode de Star Wars, avec en plus l'accueil qu'il a eu, c'est revenir sur un plus petit truc, plus maîtrisé, et dont il tient tous les tenants et aboutissants. Il y a un côté reposant, et ça lui permet éventuellement de pouvoir repartir sur quelque chose de plus gros dans la suite de sa carrière. Et en fait, moi, ce que je trouve dommage, c'est que si on regarde un peu le début de la filmographie de Rian Johnson, et même ce qu'il a pu faire, notamment en réalisant des épisodes de séries télé pour Breaking Bad, il est également connu pour ça. En fait, il a une approche un peu du grain de sable dans la machine, et en fait de partir effectivement sur des mécaniques très structurées, et de réinventer un petit peu le système, ce qu'il avait fait avec Brick, notamment, qui est une relecture du film noir dans un univers visuel. En fait, il amalgame les codes du film noir avec le teen movie, et du coup dans un univers visuel assez inattendu. Moi, j'étais pas très très fan du film, mais je trouve qu'il y a une proposition intéressante. Avec Looper, il y avait aussi eu, en tout cas, on en parlait avec Stéphane sur la première grosse partie du film, une approche sur les films de paradoxe temporel qui est hyper forte, hyper bien tenue, et qui
après qu'on aime ou qu'on n'aime pas, moi j'aime plutôt bien ce qu'il en fait dans Looper, en fait dépasse complètement ça, transcende et raconte beaucoup d'autres choses en fait après ça. Et en fait là, moi ce qui me gêne, c'est que il reste un peu à la surface sur le whodunit, notamment dans l'esthétique en fait. Et ce côté un petit peu emprunté de dire c'est un whodunit, donc que le truc majeur qu'il en retient, au-delà des intrications scénaristiques, c'est cette ambiance, ce feeling de roman d'Agatha Christie, de vieux manoirs et de bibliothèques coulissantes. Je trouve que ça nous laisse un peu sur notre faim et ça renforce ce côté... film kermesse quoi, où on dit bon allez hop on va jouer à faire Hercule Poirot, on va jouer à faire Sherlock Holmes, et on n'a pas forcément pensé beaucoup au-delà de ça quoi. Malgré tout il y a quand même quelques gimmicks, quelques idées, et moi pour le coup je trouve que le gimmick scénaristique de la fille qui vomit quand elle ment, moi je trouve que c'est très très bien trouvé et que ça fonctionne bien et que ça permet de raconter ce qu'il raconte, et je trouve pas que ça soit Justement, je trouve pas que ça soit vraiment utilisé comme un gag. Et notamment, il y a un moment où elle vomit dans sa tasse, dans son gobelet de coca. Et Daniel Craig vient s'asseoir dans la voiture à côté de lui, et je me suis dit, ah merde, ils vont pas faire le gag de Daniel Craig qui boit dans le gobelet. Et non, ils font pas ce gag. Après, on peut ne pas rire de ça, hein, mais le fait est que quand quelqu'un vomit, en général, dans un film, c'est censé être, là, c'est censé être un truc où les personnages sont dégoûtés. Là, en l'occurrence, c'est pas le cas, puisqu'on sait que c'est un truc, une pattern qu'elle a, on va dire. Ouais. Et tu peux faire beaucoup plus outrancier dans la manière dont elle vomit. Tu peux faire plus outrancier, mais en fait, rien n'est outrancier dans ce film, à part le jeu des acteurs. Donc, Donc ça, je trouve que ça fait plutôt partie des points un petit peu originaux du film et qui fonctionnent. Et après, l'autre gros problème, qui pour moi est le problème principal du film, qui en plus est effectivement un peu long pour son niveau d'ambition, c'est que l'aspect ludique, comme disait Perrine, ne fonctionne pas quoi. C'est-à-dire que on ne peut pas s'amuser devant le film à essayer de résoudre l'affaire. Parce que au bout d'un certain temps, on nous donne des éléments importants. Donc on oublie, on n'a pas eu le temps de le résoudre. Et ensuite, tous les éléments à découvrir nous sont donnés petit à petit, et il n'y a pas du tout ce plaisir de dire « Ah, mais j'ai plusieurs théories, machin, etc. » C'est confisqué au spectateur, et ça, c'est vraiment frustrant. Après, voilà, on retrouve une galerie d'acteurs qui chacun sont plutôt à l'aise, et alors moi, j'irais même jusqu'à pousser en fait le parallèle dont parlait Stéphane avec l'expérience de Rian Johnson avec Star Wars. C'est on peut... Alors, inventons un jeu sur le film pour le rendre plus intéressant, mais on peut essayer de s'imaginer dans les personnages qui est Kathleen Kennedy, qui est J.J. Abrams dans l'affaire, etc. Et il y a possibilité de trouver des alter-ego dans tout le panel de personnages. Donc voilà, cet aspect-là peut vraiment être une lecture en fait, qui enrichit le film, et si vous allez voir le film, allez-y en pensant à ça. Avec ça en tête. J'ai juste à revenir parce que tout à l'heure tu parlais de Rian Johnson qui fait un mélange des genres et qui déconstruit pour mettre dans d'autres genres, comme tu l'as dit avec Brick par exemple ou avec Looper. Et il y avait aussi une arnaque presque parfaite que je n'ai pas vue. Brothers Bloom. Et je voulais juste enrichir tout à fait ce que tu disais, c'est que Brothers Bloom c'est une rom-com dans un film d'arnaque en fait. Et donc expliquer aussi le rapport des relations amoureuses et du film d'arnaque et qui est absolument pour le coup assez délicieux parce que moins ambitieux. Bon, en effet, c'était le Rian Johnson d'avant Looper, d'avant évidemment Star Wars. Donc on est dans un Rian Johnson moins connu, hein, mais qui s'amusait beaucoup. Donc il y avait Adrien Brody, Mark Ruffalo et Rachel Weisz dans le film. Et ce petit trio-là faisait des étincelles. En fait, le film rebondissait. Le film était beaucoup plus finalement fun et ludique que ne l'est ce film-là qui finalement
par son casting prestigieux, est coincé aussi par ça, en fait, Oui, finalement. mais moi, je pense pas que le problème il soit lié au fait que justement sur ce film-là, on change pas de genre. C'est-à-dire que en gros, la problématique de Knives Out, de à couteau tiré, c'est pas que d'un seul coup, en fait, bah là, on est dans chez Agatha Christie, puis hop, c'est un film de SF ou je sais pas quoi. Enfin, peu importe ce qu'il Non, mais aurait c'est la imaginé. déconstruction. Non, mais le problème de cette déconstruction-là, encore une fois, c'est la question de ce qu'il en fait. Quand on est tous d'accord pour dire à table, là, tous autour des micros, que en fait, en gros, le film il est pas fun. Et il est pas fun parce qu'il implique pas le spectateur. Et Oui, il implique on est pas le tous d'accord spectateur. Il là-dessus. implique pas le spectateur parce que justement, en fait, dans cette problématique-là, dans sa logique de déconstruction, il se dit, moi, je peux me permettre de multiplier les points de vue, de multiplier les informations et de démerde-toi avec ça. Et du coup, en fait, la problématique, justement, c'est là où moi, je suis pas d'accord avec vous sur le personnage qui vomit, c'est que, en fait, c'est juste une bouée de sauvetage éventuellement. Tu vois, c'est juste pour lui une bouée de sauvetage pour attraper le truc, pour se dire merde, comment je vais faire mon coup, quoi. Sauf que t'as envie de lui dire, tu sais, t'as pas besoin de cette bouée de sauvetage à la base, c'est juste ça que tu utilises, plus des gags, hein, parce qu'il y a quand même des gags autour de ça. Bah ouais, enfin, en fait, en gros, si tu veux, t'es perdu. Après, qu'il change pas de genre. Le fait qu'il change pas de genre ou qu'il réinscrit pas ça dans un autre genre, pour moi, c'est pas du tout ça le problème sur celui-là. Hein. Mais après, je suis d'accord avec toi, le fait est, ce qui est pas très fan aussi, c'est que finalement, par cette déconstruction, il nous explique que beaucoup de gens ont vu du whodunit, ont lu du whodunit avec Agatha Christie ou autre, et l'idée c'est, bon bah vous savez que je sais que nous savons que vous savez, enfin l'idée c'est qu'on sait trop quoi. Mais ce qu'il comprend peut-être pas, enfin finalement, je sais pas s'il comprend pas, mais ce qui finalement, par le fait qu'il sait qu'on sait que tout le monde sait, et ben le fait est que... extrêmement compliqué. C'est compliqué cette phrase, mais voilà, le fait est que moi c'est le plaisir que j'en ai de savoir que je sais en fait. C'est-à-dire d'avoir ces codes-là, mine de rien, bah, c'est ce qui m'amuse, et donc finalement je suis pas sûre d'avoir envie de voir quelque chose qui me déconstruise, qui moi m'amuse dans le film en fait, dans le style. Non, je voulais juste parler d'un aspect en revanche qui m'a plu dans le film, mais qui, bon, pour tout ce qu'on a expliqué, malheureusement, n'est pas vraiment bien mis en valeur, mais il y a un petit fond moral en fait que je trouve intéressant et qui est pas si fréquent en fait à notre époque. C'est qu'en fait il fait Enfin, il met en avant une vertu qui est le fait de ne pas être cynique et d'être comment dire de bonne foi et en fait je pense que et c'est pour ça aussi que on imagine que Rian Johnson lui se projette dans le personnage de la jeune infirmière qui vraiment incarne ça, c'est-à-dire qu'elle se retrouve dans les emmerdes parce qu'elle ne joue pas le jeu du cynisme de tous les gens qui l'entourent. Et moi, c'était vraiment... j'avais eu l'occasion de l'interviewer au moment de la sortie de Looper, donc avant qu'on sache qu'il allait réaliser un Star Wars. Et il avait tout un discours sur le fait que les frontières entre le cinéma indépendant et le cinéma de studio étaient en train de se brouiller. Il avait plein d'espoir. À l'époque, il m'avait parlé du mec qui avait réalisé Chronicle et il se disait que peut-être... Non, mais voilà. Et il a eu sa propre expérience avec les gros studios. Et avec Star Wars, puisque c'est les lourdets de Star Wars. Et avec aussi. Star Wars, exactement. Ouais. Et en fait, en tout cas, il m'a vraiment fait l'impression d'être un mec justement pas du tout cynique et je pense qu'il s'est fait un peu bouffer par la machine pour ces raisons. Mais moi je pense que c'est un mec qui est pas cynique, mais par contre je pense qu'il a un côté destructeur en fait d'où il se rend peut-être pas forcément compte, c'est-à-dire que dans sa déconstruction des genres en fait la problématique c'est de reconstruire derrière. Le problème de l'épisode 8 c'est le point terminal je pense du truc, c'est-à-dire qu'en gros il déconstruit totalement ce qu'a fait J.J. Abrams, ce qui pour moi est très bien parce que je déteste le réveil de la force, je trouve ça à chier, mais le truc c'est que le problème c'est qu'il construit rien derrière, c'est démerdez-vous. Puisque de toute façon je vais pas faire épisode 9, démerdez-vous. Et là tu te dis d'accord, très bien, donc moi pour le coup un film comme épisode 8 il m'énerve pas autant que les fans, mais disons que le problème c'est que tu as envie de dire mais si tu es un vrai cinéaste il faut que tu pousses derrière le truc et que tu reconstruises quelque chose derrière, et c'est là où que ce soit dans celui-là, que ce soit même dans Looper, parce que moi j'aime beaucoup la première partie de Looper, la deuxième partie pour moi elle est vraiment faible par rapport au reste. C'est-à-dire que même en revoyant le film je me dis mais d'accord t'as voulu aller là mais c'est moins bien, c'est moins intéressant, c'est moins... c'est moins même maîtrisé quoi, tout simplement quoi. Et voilà, bref. Oui, et non, je voulais juste ajouter un tout petit truc, mais en fait qui va déboucher un peu sur la reco. Donc, c'est très bien. Écoute, on enchaîne sur la reco. Mais oui, de manière ça, complètement David, de manière complètement fluide. On est chez Patrick Poivre d'Arvor. C'est ça. Il faudrait qu'on parle des conclusions aussi maintenant de nos ciné. Est-ce qu'on a parlé des intros? C'est un peu Est-ce que t'as un mot à dire sur les conclusions? Les conclusions sont moins bien que les infos. Ça, c'est l'histoire de un peu le Rian Johnson du podcast quelque part. C'est ça que vous voulez dire, bande de salauds? Pas du tout. Moi, j'ai rien dit. Non, alors moi j'ai
j'avais deux recos. Une. La conne. Si, c'est vrai. Ah bon, vas-y alors. J'avais deux recos. Une qui a été à moitié spoilée par Perrine tout à l'heure en évoquant Succession. C'était ma reco. La série Succession d'HBO dont la saison 2 vient de s'achever, qui pour moi est vraiment la meilleure série du moment. Qui raconte, en gros, c'est l'histoire d'une famille mais vraiment très très riche, comme on n'en a jamais vu, quoi. C'est des méga riches, et les 1% des 1%, inspiré, on est quelque part entre les Trump et les Murdoch. Oui, c'est inspiré de la famille Murdoch surtout, ouais. Je crois. Ouais. Et donc en fait c'est un magnat des médias. Qui arrive un peu à la fin de sa vie, il commence à avoir un peu des problèmes de santé, et son entourage familial et ses enfants, tout le monde se demande un peu qui va lui succéder à la tête de l'entreprise, et il y a des rebondissements dans tous les sens, et c'est jeu de massacre. C'est extraordinaire. Donc c'est pas du tout un whodunit ou quoi que ce soit, mais en tout cas en revanche il y a cette même sale ambiance des familles qui se disputent autour de l'héritage et des enfants odieux, etc. Donc tu te délectes de détester tous ces personnages, tous plus horribles les uns que les autres. Et l'autre truc dont je voulais parler, c'était... vous aviez fait une émission avec Stéphane là-dessus, parce qu'en fait, moi, Rian Johnson, dans son rapport justement pas du tout cynique à ce dont il raconte, me fait un peu penser à Paul Feig. Et le dernier film de Paul Feig, L'ombre d'Emily, pour le coup, était une réussite dans cette approche du film à tiroir, à mystère, etc., dans une version modernisée aussi de ça. Avec un usage de la comédie. Notamment. Exactement. Et voilà, donc c'est un pendant beaucoup plus réussi, je trouve, de cette forme un peu repensée du bon vieux Agatha Christie. Quoi. C'est un excellent film, c'est vrai. Perrine ? Moi, je suis restée dans le whodunit et whodunit et je vais recommander Gosford Park de Robert Altman, scénarisé par Julian Fellowes. C'est important de le préciser puisque Julian Fellowes c'est aussi le showrunner de Downton Abbey. Tout à fait. Et on retrouve d'ailleurs pas mal de choses de Downton Abbey. C'est ça en fait. De Gosford Park, c'est Downton Abbey avant Downton Abbey. Downton Abbey Origins. Et c'est Downton Abbey Origins. Et donc c'est l'idée de toute une famille qui se retrouve pour des fêtes de je sais plus trop quoi. Je ne sais plus, ça fait un moment que je l'ai vu, mais ils se retrouvent tous ensemble. Et donc il y a ce rapport. Donc il y a un meurtre, encore une fois, c'est ça l'idée. Et tout le monde a des problèmes, mais personne ne le dit, puisqu'il faut garder les secrets, un petit peu, on garde ce qu'on a comme problème. Et il y a cette idée de la relation upstairs-downstairs, les nobles d'en haut et les serviteurs du bas. Donc, comme dans la règle du jeu. Un peu comme, un petit peu dans cette idée-là. Donc, et l'idée, c'est de voir les rapports. Donc c'est là où je disais que ça me dérangeait un tout petit peu le propos politique du film de Rian Johnson, parce que pour le coup Julian Fellowes et Robert Altman le font plus intelligemment, ce rapport-là, ce rapport de classe, ce rapport finalement entre les gens et entre les classes en tout cas, et ce rapport interne, intrinsèque, les dynamiques de groupe, comment elles fonctionnent, c'était plus intelligemment fait, beaucoup plus c'était pas cynique, c'était tellement juste méchant dans Gosford Park, et c'est pour ça que je repense à Succession encore une fois, c'était assez vilain dans Gosford Park. Il y avait ce petit côté petit doigt en l'air anglais que j'aime beaucoup dans l'idée. Donc moi je recommanderais de revoir Gosford Park avec un plaid, un petit feu et puis beaucoup de Earl Grey, et ça sera un vrai petit plaisir, quoi. Très bien, Stéphane. Moi, je sors complètement alors de pas très plaid et Earl Grey, toi. Bah, non, si, c'est à la maison. On est tous plaid et Earl Grey. Stéphane, on le sait. Et mais ensuite, je peux même pas garder des plaids parce que mon chat il pisse dessus. Alors, si vous voulez vraiment tout savoir, quoi. Donc, ta vie privée. Non, le 27 novembre, c'est ce jour-là où sort donc à couteau tiré. Il y a une ressortie aussi qui est vraiment, moi je trouve, c'est un film formidable. D'un mec qui s'est fait briser par Hollywood derrière aussi, qui est Lita Maori. Et c'est L'âme des guerriers, Once Were Warriors, avec mon superbe accent. Et en fait, c'est l'histoire. C'est un film néo-zélandais. Ouais, c'est un film néo-zélandais. C'est une famille de Maoris qui sont détruites en fait par la brutalité et la violence du père en fait, qui lui-même en fait porte en lui toute la culpabilité des Maoris et de sa famille, et c'est ce qui le rend violent et colérique. Et aussi, donc c'est un film, donc c'est, je pense que le truc c'est que si vous avez vraiment l'occasion en fait si ça passe à côté de chez vous, parce que je sais pas quel est le canal de sortie pour ce film-là, et c'est un film qui a été un peu pareil en fait, qui est un peu disparu des radars en France parce que c'était sorti en salle à l'époque en 95.
ça a disparu. En fait, ça est sorti un peu en DVD, mais c'est pas un film qui a été vraiment voilà. Et comme le réalisateur a pas fait une carrière faramineuse derrière, parce qu'il est quand même réalisateur de Triple X2 et d'un James Bond, et pas le meilleur en plus, enfin de trucs avec Pierce Brosnan, là, Die Another Day. Il a fait un film avec Nick Nolte, en fait, un film policier des années 40, mais pareil, pas terrible, là, dont j'ai oublié le titre. Voilà, donc c'est un type qui s'est un peu fait bouffer par il avait fait The Edge aussi avec Anthony Hopkins et Alec Baldwin, là, qui je crois s'appelait À couteau tiré en français. C'est pas vrai. Si, il me semble. Ah oui, ils sont paumés dans la forêt. Ouais, c'est ça, ils se battent contre un ours. C'est pas mal ça. Ouais. Oui. Ils se battent contre un ours, c'est pas mal ça. Mais il me semble que c'est À couteau tiré le titre français de le 18e film qui s'appelle À couteau tiré. Oui, certes. Ne vous inquiétez pas. J'avais la cassette vidéo. Voilà, et c'est un type en fait qui a fait ce film-là, qui a fait un espèce de film qui pourrait être globalement l'âme des guerriers pour en parler 2 minutes, vraiment un film misérabiliste et sur ce sujet-là, mais en fait non, il le traite vraiment non pas comme un film d'action dans la façon dont l'histoire se déroule, mais vraiment la façon dont c'est filmé, la façon dont c'est vraiment percutant, et voilà, donc c'est un film qui questionne beaucoup. Enfin, en fait, c'est un film néo-zélandais, mais tu peux vraiment l'appliquer à beaucoup de sociétés, beaucoup de cultures et tout. Et voilà, c'est un film qui est très très fort, d'un réalisateur malheureusement qui n'a jamais vraiment donné suite à ce qui pour moi est un mini classique, quoi. Très bien, notre temps est écoulé. Merci à tous les trois. Merci à Victor à la technique binge.audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très vite. Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît.